Une grande joie pour moi de vous présenter cette belle et talentueuse chorégraphe Eugénie Andrin. Bonjour Eugénie. Bonjour Marie-Céline. Nous étions rencontrés à plusieurs reprises, une fois à l'Opéra de Marseille, une fois à l'Opéra de Monte-Carlo. Et puis aujourd'hui, nous nous retrouvons sur Avignon pour l'histoire du soldat dont vous êtes la chorégraphe. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire de l'histoire du soldat qui est mimographe, mais quelque part peu connue du grand public, je crois? Oui, peu connue, c'est vrai. C'est quelque chose d'un petit peu atypique, l'histoire du soldat. Donc c'est un mélange, c'est un mimeaudrame, un mélange de texte et de musique, avec du mime, bien sûr. Là, on y a intégré en plus de la chorégraphie. Donc un regard supplémentaire, un complément, une troisième lecture avec le texte et la musique qui n'est pas illustrative mais qui va au-delà des mots. Sinon l'histoire du soldat effectivement c'est donc un texte qui est un petit peu, donc c'est ça qui fait que c'est une œuvre atypique parce que c'est un peu particulier ce texte qui est scandé sur la musique. C'est pas une œuvre, c'est pas quelque chose, une forme musicale dont on a l'habitude. C'est vraiment une voix parlée, voilà, c'est quelque chose d'un petit peu étonnant au premier abord. C'est une œuvre dont le contexte, qui est un petit peu, dont la forme globale est un petit peu, je dirais, dépassée, parce qu'il y a un contexte militaire qui était d'actualité. Cette œuvre a été créée en 1917, donc sur fond de Première Guerre mondiale. Ce contexte militaire est lui aussi aujourd'hui un petit peu dépassé. Donc j'ai choisi de retranscrire toute cette histoire qui est très attachante, mais j'avais besoin de l'ancrer davantage dans notre actualité. Et si cette forme globale est aujourd'hui peut-être un petit peu datée, le fond de l'œuvre est vraiment, je dirais, intemporel et d'actualité. C'est vrai que c'est un message qui reste oui, très actuel, surtout dans notre société de consommation. Voilà, parce qu'effectivement, c'est l'histoire de ce soldat qui va vendre son violon, qui représente son âme au diable, dans l'espoir d'acquérir davantage de richesses, davantage de biens. Et puis il va se rendre compte que finalement tout cet argent ne fait pas son bonheur et toute sa quête, toute son histoire sera de se débarrasser de cette fortune, de cette richesse. Et donc on va assister à toute cette histoire au fil de l'œuvre. Et du coup aujourd'hui, ça peut parler à beaucoup, voilà, que le fait de vouloir acquérir toujours plus, on peut y perdre beaucoup. Et ça, je trouve que c'est vraiment ce message qui m'a vraiment interpellée et que j'ai voulu mettre en valeur. Alors, comment ça se traduit à travers la danse? Alors, la danse, ça fait partie du concept général, en fait. Parce que donc là, mon petit soldat, afin de pouvoir l'ancrer dans notre actualité, c'est un petit garçon qui va jouer au petit soldat. Donc, on va être dans son imaginaire d'enfant. Donc il se réveille le matin, il décide d'aller jouer avec ses soldats. Et donc tous les jouets, vous verrez la scénographie qui est très poétique de Laurent Castin, qui a fait la scénographie et les lumières. Voilà, il est brillantissime. J'ai vraiment eu de la chance de collaborer avec lui sur cette histoire. Et donc tous les jouets de ce petit garçon vont s'incarner et vont devenir les personnages de l'histoire. C'est-à-dire qu'il a une petite peluche, un clown peluche, qui va devenir le diable. C'est vrai que ce que je dis toujours, c'est que les clowns, ça fait toujours un petit peu peur. Et donc du coup, il va y avoir aussi, ce petit, mais je ne vais pas tout dévoiler, mais ce petit garçon est secrètement amoureux de Marilyn Monroe, il a un poster roulé sous son oreiller et donc du coup la princesse de l'histoire du soldat va s'incarner en Marilyn Monroe qui va prendre vie dans son imaginaire tout du moins. Et donc la danse dans tout ça, déjà je me suis amusée parce qu'effectivement tout ce qui est peluche, poupée démantibulée, le clown, toute cette gestuelle qui est extrême, hein, tout ce qui est ludique, les jeux, la gestuelle de poupée, la gestuelle complètement, j'utilise la souplesse des danseurs, donc la danse va vraiment faciliter pour mettre en valeur le côté extrême de ces personnages. Et donc je me suis beaucoup amusée avec ça et avec la matière des danseurs. Voilà, ça apporte ce côté que le texte et que la musique apportent évidemment, mais visuellement. Et en plus, je trouve que, je suis peut-être un petit peu embrouillée, mais c'est vrai que cette musique de Stravinsky est une musique, je dirais, cérébrale. C'est pas une musique qui va tout de suite nous emporter, il n'y a pas des grandes envolées lyriques, c'est pas que ça va pas s'adresser à nos tripes directement. Je veux dire, c'est une musique qu'il faut écouter plusieurs fois, qu'il faut bien assimiler. Et du coup, le fait
parce que dans la musique, même si c'est une musique difficile, toute l'histoire est racontée. J'ai rarement vu une musique où chaque note va rappeler quelque chose. À un moment, on entend au loin le diable qui revient et pourtant il n'est pas présent, mais on sent qu'il va revenir. Vraiment, il y a tout est écrit. Il suffit d'écouter la musique pour simplement, en tout cas, la musique m'a vraiment raconté l'histoire et m'a fait faire la chorégraphie, m'a fait faire la mise en scène. C'était vraiment, ça coulait de source. Et du coup, cette musique difficile, le fait de la voir, de la visualiser sur scène avec les mouvements des danseurs, ça permet aussi, ça la rend plus accessible. Et ça, je pense que c'était important parce qu'au départ, on devait aussi en faire un spectacle pour le jeune public. Donc du coup, ça facilite quand même cette musique qui n'est pas une musique facile au départ. Rythmiquement, c'est absolument impossible. Il n'y a jamais de compte pareil, de mesures pareilles. C'est très très difficile à compter. Mais voilà, très riche. En tout cas, moi, je me suis vraiment amusée avec cette musique. C'est un spectacle finalement qui tombe bien dans cette société, comme vous dites, de consommation, où justement, on a un petit peu des alertes en ce moment pour nous montrer que peut-être qu'on consomme trop et qu'on ne respecte pas assez. Et justement, c'est peut-être aussi le fait de pouvoir permettre à rendre, on parle toujours d'accessibilité, de transmission de culture et d'élargir le public. Et là, justement, peut-être que ça va encore plus susciter et sensibiliser. Mais j'espère que ça va parler, en tout cas, au public, même s'il n'est pas là, aux personnes, aux spectateurs qui le verront. Voilà, parce qu'il est télétransmis donc, sur Internet. Justement, le fait de pouvoir jouer ce spectacle sans public, est-ce que c'est une question qui s'est posée? Oui, bon, déjà, c'était ça ou c'était l'annulé. Donc, je suis vraiment extrêmement heureuse et chanceuse qu'on puisse au moins aller mener cette histoire jusqu'à son terme, parce qu'on avait déjà, c'est un spectacle qui devait être fait au mois de mai, qui a déjà été reporté. Et là, on était tellement avancé dans les répétitions que l'annuler comme ça aurait été vraiment dommage, puisque même si on envisage de le reprendre par la suite, il aurait fallu tout remettre la machine en marche, alors que là, le spectacle est monté. Voilà, même moi, j'aurais pas besoin de venir aussi longtemps que ce que j'ai pu faire là, comme toutes les phases de répétition. Donc, alors, on est partagé, effectivement, mais on sent qu'on est très très heureux, voilà, de pouvoir le jouer coûte que coûte, quoi qu'il en soit. Après, c'est sûr que la chaleur du public, c'est irremplaçable pour un artiste. C'est vrai qu'on joue, on communique avec le public. Là, c'est beaucoup plus froid. Voilà, l'œil de la caméra, c'est quelque chose de beaucoup plus froid. Mais bon, on aura ça, on aura... Non, on peut pas se plaindre. On ne peut pas se plaindre. J'ai tellement d'amis artistes dont l'activité est au point mort que, non, pour moi, c'est une chance inouïe. Et alors justement, le lien que vous avez avec le ballet de l'Opéra d'Avignon, je crois que c'est quand même quelque chose qui fait partie de votre cœur, puisque vous êtes issue du ballet de l'Opéra d'Avignon, vous êtes une danseuse de l'Opéra d'Avignon, et donc le fait de venir c'est rigolo, en chorégraphe... Non, c'est rigolo, parce qu'en plus c'était mon premier contrat professionnel, donc je suis vraiment très attachée à cette maison, à cette ville aussi, parce que bon, j'avais mon indépendance, c'était le début, voilà, j'étais... ma vie de femme qui commençait, je m'assumais, donc que des bons souvenirs. Et quand je reviens ici, je me sens bien à Avignon. Et donc je suis restée 7 ans, oui, de 2001 à 2008, en tant que danseuse à l'opéra. Et après, bon, j'ai bifurqué vers la chorégraphie. Mais il y a toujours quelque chose qui me ramène ici à Avignon. J'ai toujours gardé un lien. Pourtant, depuis 2008, j'ai quitté la maison, mais je suis revenue entre-temps pour faire l'Homme de la Mancha. Il y a toujours quand même quelque chose qui me ramène à Avignon et à cette maison. J'ai toujours gardé un lien avec l'opéra. Donc voilà, il y a une certaine continuité. Donc ça fait... Oui, c'est rigolo de revenir comme chorégraphe, mais... j'ai pas l'impression d'être partie en fait tellement, c'est drôle. Et puis en fait dans l'équipe il n'y a plus qu'un danseur alors voilà, comme je vous disais, les choses je les connais parce que j'ai jamais vraiment quitté la maison, j'étais toujours plus ou moins en contact, mais c'est vrai qu'il n'y a qu'un danseur qui faisait partie de mon équipe en fait, donc il n'y en a plus qu'un. Et oui, le danseur vieillit vite, mais étonnamment, le seul danseur qui est là, donc c'est forcément le plus âgé, mais c'est celui qui fait le petit garçon dans l'histoire du soldat. Bah oui, parce qu'en vieillissant, on a une certaine maturité, et du coup, voilà, il incarne ce rôle, je dois dire, c'est Anthony Béniard, il l'incarne à la perfection, et physiquement, pour le rôle aussi, je l'ai choisi en fonction de ses qualités. Parce qu'il a aussi une morphologie. Il a une morphologie.
et il a cette naïveté dans le regard, cette insouciance, je trouve qu'il a d'enfant, qu'il a gardé. Voilà, il était vraiment... voilà, c'est paradoxal. Alors justement, vous parlez de maturité. C'est vrai que je peux le dire aujourd'hui parce que on s'est rencontrés, je crois, la première fois, c'était il y a 3-4 ans, peut-être, quelque chose plus. Plus, hein. Voilà, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, on se revoit et on ressent cette confiance, cette assurance, cette maturité justement que vous avez acquis dans votre parcours de femme, de jeune femme. Justement, c'est des choses qui vous inspirent, ça, de ce que vous pouvez vivre à travers votre vie de femme, à travers vos chorégraphies? Oui, c'est vrai que... Oui, il y a une maturité qui se fait naturellement, je pense, de par les rencontres aussi, de par les échanges qu'on a, de par le métier, tout simplement, parce que toutes les œuvres qu'on a fait, les questions qu'on s'est posées sur soi-même. Et je pense que ce qui m'a fait mûrir aussi, c'est le fait de transmettre. Parce que petit à petit, quand on fait des chorégraphies, maintenant souvent on nous demande d'avoir aussi un lien avec un domaine pédagogique, ou si je présente dans un théâtre une œuvre, on va me dire est-ce que vous pouvez venir faire un atelier à cette classe-là, et donc j'ai eu l'opportunité de faire divers ateliers, de faire des rencontres, d'enseigner à des jeunes, de leur montrer la façon dont j'ai créé, pourquoi j'ai créé, et c'est toute une remise en question à chaque fois. Qui est inconsciente. Des fois, quand on travaille, on fait les choses inconsciemment. Mais quand on doit s'adresser à des élèves en face de nous qui ont soif d'apprendre, et on leur doit ça, et du coup, on a toute une remise en question. On est obligé de refaire ce travail sur soi, de se dire, mais tiens, pourquoi j'ai fait ça? Et tout ce questionnement, finalement, nous fait avancer. De revenir aux sources des choses nous fait avancer. Je pense que ça m'a beaucoup fait progresser en ça, et que ça m'a beaucoup apporté en maturité. Parallèlement à cela, vous êtes aussi dans la chorégraphie de Carmen à l'Opéra de Monte-Carlo. Alors, comment on arrive à faire un petit peu la part des choses? Parce que ce n'est pas le même sujet. Ce n'est pas le même sujet. En ce moment, c'est un marathon. Je suis un jour à Avignon, un jour à Monaco. Alors, ce qui est bien, c'est que pour l'histoire du soldat, j'ai eu une période de répétition très confortable, très longue parce qu'en plus, je suis habituée à faire mes propres projets, donc je vais beaucoup plus vite d'habitude parce que financièrement, c'est pas pareil. Donc là, voilà, j'avais le ballet comme ça à disposition pendant 1 mois, donc j'étais très bien timée, et je dois dire que voilà, maintenant l'œuvre elle est faite, le bébé il est fait, et je dois dire que l'histoire du soldat, maintenant tout roule, j'ai tout donné. Les danseurs se sont appropriés les choses, et maintenant j'ai un regard, je fais des filages avec eux, je les mène jusqu'au bout, mais voilà, tout est en leurs mains. Maintenant j'ai totale confiance en eux, et ce sont des petites choses que je modifie, on est vraiment au bout. Donc de ce côté-là, je suis complètement libérée, même si j'ai toujours ce suivi. Et maintenant je viens juste de débuter ces répétitions de Carmen. Alors c'est autre chose, je travaille avec une petite fille qui a 12 ans, qui est une reine du flamenco. Donc vous voyez, c'est vraiment... ah oui, non, elle est remarquable. C'est Irène Olvera. Et on l'a trouvée sur Internet, en fait. On a dit, d'accord. Ah oui, on voulait une petite fille, mais voilà, c'est formidable, quoi, parce que je lui dis, tiens, là... parce qu'en plus, elle est quand même, parce que dans le flamenco, il y a beaucoup d'improvisation. C'est perpétuellement, en fait, c'est plus difficile pour elle quand je lui règle quelque chose que quand elle improvise. Donc, pour le chorégraphe, c'est reposant. Hein. Je lui dis, tiens, tu fais ça, elle le fait toute seule, elle n'a pas besoin de moi. Mais il y a quand même des choses cadrées, des choses que moi, j'ai voulu construire. Bien sûr. Et du coup, pour elle, c'est ça qui est difficile, même d'en faire moins, parce qu'alors, dans les frappes, elle est éblouissante, mais dès qu'elle doit... faire des choses beaucoup plus posées, ça lui coûte plus. Donc c'est un travail complètement différent, et c'est vraiment amusant parce que des fois, voilà, sur la musique, je lui dis, tiens, tu me tapes, moi musicalement, voilà ce que je veux entendre avec le haut du corps ou avec le bas, et elle me le retranscrit comme ça. C'est un travail complètement différent, et c'est bien de pouvoir se mettre en tant que chorégraphe au service des interprètes qu'on a en face de soi. Et il faut toujours ajuster, toujours... voir un petit peu comment l'autre réagit, et à chaque fois c'est constructif et c'est toujours différent, mais ça aussi c'est une remise en question d'un œil, c'est un renvoi sur soi-même qui contribue aussi, je pense, à la maturité du chorégraphe que je peux acquérir. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour ces prochaines années?
Une bonne santé. Oui, déjà. Ça, je pense que c'est ce que tout le monde se souhaite. Et puis après, tout le reste ira si je continue à travailler et à suivre mon petit chemin. Voilà. Vous avez une idée comment ça peut évoluer, comment vous avez envie d'amener votre chorégraphie? Est-ce que vous voulez rester dans... En fait, je suis dans des domaines extrêmement variés. C'est ça, extrêmement variés. Oui, je ne contrôle pas. En fait, voilà, j'ai fait beaucoup de rencontres et puis maintenant j'ai l'impression que les choses se construisent de par ces rencontres. Ouais, je fais une expérience immersive et interactive et chorégraphique. Donc ça, c'est vraiment plutôt dans le cinématographique, on va dire. Après, je suis en préparation pour un vrai spectacle vivant. Après, je suis toujours dans le domaine lyrique. Je suis les opportunités qui s'offrent à moi, mais je suis toujours assez partante pour les aventures nouvelles, et même si j'ai une certaine appréhension, mais généralement je me lance et je me dis on verra après. Donc c'est la curiosité qui est votre impulsion? Oui, et l'envie, la volonté de faire des choses, plus que la curiosité, oui, le fait de se mettre des challenges. Voilà, j'aime bien ça, et puis arriver jusqu'au bout. Et bon, jusqu'à présent, c'est plutôt bien passé, je pense, pourvu que ça dure. Et la transmission, c'est quelque chose qui est vraiment primordial pour... Alors, ça n'est pas primordial. C'est vrai que non, ça ne l'était pas. Et à chaque fois, c'est quelque chose qui m'intimide vraiment, parce que c'est pas, même si j'ai passé un diplôme d'État, alors la transmission, je dirais dans le terme de créativité, de chorégraphie, sur les chorégraphies, sur les pièces que je peux faire, ça m'est plus facile. Même si au départ, non, c'est pas quelque chose vers lequel j'irai. Et on a fait appel à moi pour ça. Et à chaque fois que j'en sors, je suis enrichie. Et je me dis, mais heureusement que je l'ai fait. Mais au départ, ça me fait très peur et du coup, j'aurais presque envie de ne pas le faire. Et finalement, je me lance, je me dis, vas-y. Et à chaque fois, j'en sors grandie. Vraiment, ça m'apporte beaucoup et je suis heureuse de le faire et de l'avoir fait. Et donc, j'ai d'autres dates qui arrivent pour ce genre d'atelier pédagogique. Et en plus, ça se fait avec des personnes avec lesquelles je m'entends très bien. Donc, c'est qu'un travail qui se fait dans le plaisir. Et puis, les élèves sont des élèves spécialité option art danse, donc avec leur corps. Et voilà, ils ne partent pas de rien non plus, même si c'est intéressant s'ils travaillent avec des amateurs. C'est autre chose. Mais non, à chaque fois, je suis vraiment... agréablement surprise et même, étonnée de tout ce que ça peut apporter. La transmission par rapport à une technique classique que moi j'ai appris, j'ai pas encore eu le temps de me poser et j'ai un petit peu appris, je dirais pas comme au cirque, mais un enfant à 6 ans, parce que j'ai commencé la danse à 3 ans, mais à 6 ans, même à 8 ans, il ne peut pas remettre en question ce qu'on lui a appris. J'ai appris parce qu'on me disait qu'il faut le faire et parce que la danse classique, c'est vrai qu'il faut s'entraîner. Et finalement, on ne se demande pas pourquoi on fait les choses. Donc, j'ai appris un petit peu comme ça, sans me poser de questions sur ce que je faisais. Et aujourd'hui, je n'ai pas pris ce temps, même si je travaille d'une façon beaucoup plus consciente, parce que je m'entraîne toujours avec cette technique classique. Et même si aujourd'hui, dans mon corps, je travaille beaucoup plus consciente, d'une façon beaucoup plus consciente que ce que je pouvais le faire plus jeune, je n'ai pas pris le temps, parce que je pense qu'il faut du temps, de remettre cette technique en question, de me dire pourquoi je ferais ça comme ça, pourquoi je l'enseignerais comme ça. Et je ne me sens pas légitime à pouvoir enseigner aujourd'hui cette technique qui pourtant m'a nourrie, m'a formée, parce que je n'ai pas pris le temps de cette remise en question. Et si jamais je suis amenée à le faire un jour, je pense qu'il me faudrait 2 ans pour réanalyser chaque pas. Et c'est quelque chose que j'aurais envie de faire un jour et j'aurai cette légitimité alors pour pouvoir enseigner. Mais pour le moment, je ne m'en sens pas le droit. Je le fais pour ce qui concerne mes chorégraphies parce que je suis au cœur de la chose et parce que j'ai toujours chorégraphié de manière consciente, en sachant pourquoi je voulais faire les choses, ce qui n'est pas le cas encore de la technique classique. Voilà. C'est une appréhension ou c'est une humilité ? Non, c'est pas une appréhension, c'est juste une légitimité. J'aimerais prendre le temps de penser les choses. Merci. Merci Marie-Céline, c'est toujours un plaisir. Oui, pareillement. Merci de se rencontrer. J'espère qu'on n'attendra pas aussi longtemps pour la prochaine rencontre. Oui, moi aussi, de tout cœur. Merci beaucoup, Eugénie. Merci.